tirs des soldats ont perturbé le bon fonctionnement de l'administration à Abidjan. Des banques sont restées fermées, il n'y avait pas l'affluence des jours ordinaires. À l'intérieur du pays, situation calme à Méagui, mais à San Pedro, des tirs ont été entendus. Les commerces sont fermés à Daloa après des tirs. Le calme est revenu. Madame, Monsieur, bonsoir. Situation sécuritaire dans le pays. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a fait une déclaration. Il a expliqué qu'un accord a été trouvé. Écoutons le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Il s'exprimait sur le plateau de RTI 1. Le mercredi 10 mai 2017, une délégation de soldats du contingent 8400 a été reçue à leur demande par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Au cours de cet entretien, les soldats ont présenté leurs excuses à la nation et ils ont informé le Président de la République de leur décision de renoncer à toute revendication d'ordre financier. Force est de constater que des incompréhensions et divergences sur les déclarations du porte-parole de ces soldats ont abouti à des troubles dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, entraînant malheureusement des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vie humaine. Face à cette situation, en vue d'éviter tout enlisement et plus d'endeuillement de famille, l'État-major général des armées a entrepris des échanges avec les soldats hier, dimanche 14 mai, et ce lundi 15 mai 2017. À l'issue de ces échanges, un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise. Par conséquent, nous appelons l'ensemble des soldats à libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations. Nous invitons les populations à garder leur calme et nous les assurons que tout est mis en œuvre pour un retour rapide à une situation apaisée. À Jesco, dans la commune de Yopougon, des barrages avaient été érigés ce matin, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Les barrages ont été levés. Alexis Ouedraogo revient de la commune de Yopougon. 12 heures ce lundi, cap sur le corridor de Jesco à Yopougon. Le long de la voie, des véhicules stationnés. Un embouteillage important à l'entrée et à la sortie de la ville. Sur place, des jeunes gens en civil, non armés. Ils se présentent comme des démobilisés. Des négociations sont engagées pour que les barrages soient levés et la circulation rétablie. 13 heures, cap sur Adjamé. Ici, les magasins restent fermés. En début de journée, plusieurs coups de feu ont été entendus dans la commune. Un barrage reste érigé au niveau du camp Gallieni et des sapeurs-pompiers. Dans la commune de Cocody, situation plutôt calme à la gendarmerie, à l'école de police et à l'université Félix Houphouët-Boigny. Des tirs ont été entendus à Kouedo, principale revendication des militaires, le versement de leurs primes. Les banques et plusieurs commerces sont restés fermés à Mississoko. Cocody, ce lundi, l'école de gendarmerie, l'école nationale de police, rien à signaler. Aucun signe de perturbation. Aucune voie barrée dans les environs des deux écoles. Quelques minicars, communément appelés Baka, circulent. Il n'y a rien, seulement que je pense que la population est un peu effrayée, c'est tout. Il n'y a rien à l'école de gendarmerie, il n'y a rien à l'école de police. Voilà, à Cocody, la cité des arts, le coin est calme, il n'y a rien, on est là. Dit que ces écoles-là sont prises en otage, en tout cas, c'est trop dit. Actuellement, nous sommes présentement en face de la SODISFOR, vous pouvez le constater. En tout cas, c'est vrai que ce n'est pas la grande influence, mais quand même, quelques petites populations vaquent à leurs préoccupations. C'est la peur quand même qui est dans le ventre. Il y a la psychose aussi qui se crée lorsqu'il y a ce genre de situation. Cap sur l'université Félix Houphouët-Boigny, nous rencontrons un petit groupe d'étudiants sous le choc. Des individus non encore identifiés profitant de la situation actuelle les auraient agressés. Bon, on était en salle le matin, qu'un groupe est venu, ils étaient armés. En tout cas, ils n'étaient pas étudiants. Ils étaient armés, ils sont venus. C'est vous les étudiants, ils ont commencé à nous agresser. Donc je porte les verres, ils m'ont tapé, ça m'a blessé. Du coup, ils ont pris mon sac. En tout cas, tous mes documents sont restés dedans, mes pièces, tout. Nous-mêmes, nous étions cachés en amphi là-bas. Ils se sont un peu dispersés au niveau de toute l'université, même en CT même. C'est après que les étudiants ont répondu, ils ont pris
ils ont fui. 14h45. Au moment où nous quittions les lieux, l'école de gendarmerie, l'école nationale de police et l'université Félix Houphouët-Boigny ne souffraient d'aucun trouble. Dans d'autres communes comme Port-Boué, Koumassi, Marcory et Vridi, la situation est calme. Les activités tournent au ralenti, c'est vrai, notamment le commerce et le transport qui ont tourné au ralenti ce matin. Mais les populations, elles, sont restées aussi chez elles. Le reportage de Franck Akwadio. En route pour le sud d'Abidjan. La feuille de route, un constat de l'ambiance après les remous de la matinée provoqués par le mouvement d'humeur des soldats. Première escale, la zone industrielle. Il est 15 h, ce n'est pas l'ambiance des jours ouvrables. Quelques camions cependant chargés sont en activité. Occasion pour faire un tour dans un entrepôt de cacao visité par les flammes depuis ce matin, 5 h. On ne nous autorise pas la capture des images, mais une certitude, l'incident n'est en rien lié aux événements. Cap alors sur Vridi, cité dortoir liée à la commune de Port-Boué, tout aussi calme. Décor similaire à Port-Boué. Le trafic tourne à un rythme lent selon les transporteurs qui disent sentir l'impact des événements de la journée. Bon, en matière de notre boulot, ça n'a pas été sapé. Beaucoup d'hommes sont vite rentrés. Quand c'est passé au niveau de la rue, on prend des gens ici, sur Port-Boué, Koumassi, Marcory. Notre terminus, c'est tout à Tréville. Donc avec ça, ça fait que, bon, par exemple, quand je n'ai pas pu rouler, je suis obligé de garer la voiture. Parce que lorsque ça commence de l'autre côté, on ne sait pas comment est-ce que ça va terminer. Sinon, dans notre commune, on n'a pas vu. En tout cas, il faudrait qu'on sortait d'abord, voir qu'il y a quelque chose qui est passé en ville. Sinon, ici, franchement, on n'a rien vu ici. Un constat qui s'étend jusqu'au grand carrefour de Koumassi, Marcory et même à la gare de Bassam à Trècheville. Activité ralentie à 16 h passées, heure de pointe. D'Akwedo à Cocody, carrefour de la vie en passant par la Riviera, les commerces sont restés fermés. Les élèves ont dû rebrousser chemin ce matin. Les chauffeurs, eux, ont moins circulé. Des barrages avaient été érigés à Akwedo et au carrefour Faya sur la route de Bégéville. Nous allons nous pencher maintenant sur un sujet qui arrachera le sourire à plusieurs. Savez-vous que la Zambie a adopté un projet qui permet d'accorder un congé menstruel aux femmes ayant des règles douloureuses? Et oui, c'est fait. L'Italie est en train de réfléchir sur ce projet. Ce projet pourrait-il être adopté ici en Côte d'Ivoire? Juliette Ouéa a approché des parlementaires pour en parler. Les femmes, quand ça vient, elles ont des douleurs au bas-ventre, au milieu de derrière le dos. Vraiment, c'est très difficile pour elles. C'est compliqué, tu ne peux rien faire, ça te paralyse. Les menstruations douloureuses empêchent souvent certaines salariées d'assurer le travail pour lequel elles sont payées. Selon une étude menée par l'université anglaise de Birmingham, une femme sur 5 en souffrirait dans le monde. Généralement, dans cette situation, elles ne peuvent se déplacer et doivent prendre des calmants pour amoindrir les douleurs et les supporter. C'est pour créer un environnement de travail plus favorable aux femmes salariées souffrant de menstrues douloureuses que certains pays leur donnent la possibilité de prendre des congés payés. Par exemple, la Zambie, pays d'Afrique australe, autorise depuis 2015 les femmes employées du privé et du public à prendre un jour de congé par mois pendant leurs règles. Plus loin en Europe, les députés italiens réfléchissent actuellement sur un congé menstruel un peu plus long, 3 jours d'affilée. Mais un tel projet de loi peut-il être envisagé en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se penche beaucoup sur le problème des femmes et sur le développement de la femme. Je pense que ce débat va avoir lieu à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dans notre législature 2016-2020. S'il n'y a pas de projet de loi venant du gouvernement, si les députés sont suffisamment imprégnés de la problématique, nous-mêmes, on peut faire une proposition de loi venant de l'Assemblée nationale. Et si cette proposition de loi est adoptée, la force de loi s'imposera à tout le monde. Si une telle décision est prise dans le pays, alors quel type de femmes salariées prendrait-elle en compte? Et quelle incidence sur le salaire? Je souhaite que cette loi soit appliquée à toutes les femmes. D'emblée, je ne peux pas dire tel nombre de jours on va proposer. Tout dépendra de l'avis des médecins parce que c'est une question aussi médicale. Déduire ce congé menstruel de leur paye ne me paraît pas une bonne chose. Parce que c'est parce qu'il y a une maladie que ce congé est accordé. De l'avis des personnes interrogées dans la rue, un projet de congé menstruel en Côte d'Ivoire serait le bienvenu. Pour des femmes qui ont ces problèmes-là, vraiment, ça serait une très bonne chose qu'elles puissent se reposer aussi. Elles souffrent,
ce serait vraiment bien de pouvoir faire ce geste-là, leur donner au moins 3 jours pour pouvoir se reposer, afin qu'elles puissent se retrouver. Parce que nous savons que lorsque nous souffrons, c'est vraiment difficile de travailler. Il y a des cas de douleur qui sont vraiment terribles. Donc s'il y a une loi qui est votée pour ça, ce ne serait pas mauvais. Les employeurs, en revanche, font état d'un probable effet négatif sur la productivité et l'organisation du temps de travail. De façon générale, être employeur et appliquer cette loi serait très, très difficile. En Côte d'Ivoire, déjà, nous ne travaillons pas assez. Bon, on fait mains et pieds pour travailler peut-être 8 heures par jour. Mais Dieu seul sait combien d'heures exactement que nous travaillons. Dans une école de 6 classes, où il y a pratiquement 7 enseignants, dont 5 enseignantes, si ces 5 enseignantes bénéficient de 3 jours de repos médical, de repos de santé par mois, vous voyez le nombre d'heures que ça fait perdre aux enfants, surtout s'ils sont en classe d'examen. À noter que dans la foulée de la Zambie, 4 pays d'Asie ont adopté le congé menstruel. Au Japon, une loi similaire remonte à 1947. L'Indonésie a également inscrit ce type de pratique dans son code de travail en 1948. Enfin, en 2001, c'est au tour de la Corée du Sud, puis en 2013, Taïwan. C'est la journée mondiale de la famille aujourd'hui. Thème retenu cette année, famille, éducation de base et bien-être. Le thème de cette année se concentre sur le rôle des familles et des politiques familiales dans la promotion de l'éducation et le bien-être général de leurs membres. La famille, principal lieu d'éducation et d'apprentissage des vertus sociales, constitue le noyau de la société. Source de cohésion, la famille ivoirienne connaît ces dernières décennies quelques problèmes. Le gouvernement ivoirien entend réformer la famille en vue de l'émergence d'un type d'Ivoirien nouveau, veut cher au président de la République. Il ne faut pas dire nous sommes fatigués parce que nous ne devons jamais nous fatiguer de nous occuper de nos enfants. Le ministère invite les familles à prendre leur part de responsabilité parce que tout part de la maison. C'est dans la maison que naît l'enfant. C'est dans la maison que l'enfant fait ses premiers pas et c'est dans la maison que nous devons commencer à donner à l'enfant l'essentiel des valeurs pour son intégration et sa socialisation. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir le faire si ce n'est pas le père et la mère. Pour faire émerger cet Ivoirien nouveau, il faut des travailleurs sociaux bien outillés. Le gouvernement y travaille à travers la formation de ses agents. Les travailleurs sociaux sont ceux-là qui sont vraiment les appuis du ministère pour pouvoir atteindre son objectif d'édification de l'Ivoirien nouveau, de renouvellement ou de renaissance de cet Ivoirien-là. L'atelier va nous permettre de renforcer d'abord nos capacités en matière de prise en charge des femmes, des enfants et des familles, et nous apporter de nouveaux outils pour l'accompagnement de ces familles-là. La politique nationale de la famille pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau, c'est le thème de la 23e édition de la Journée internationale de la famille célébrée chaque 15 mai. En France, le nouveau Premier ministre a été nommé aujourd'hui. Il se nomme Édouard Philippe. Il a 46 ans et est membre du Parti Les Républicains et maire du Havre. Édouard Philippe est chargé de former un gouvernement dans les 48 heures. Macron, le président français, part, lui, pour Berlin, sa première visite à l'étranger. Le nouveau président qui, à l'heure du Brexit et de la montée des nationalismes, a promis d'œuvrer pour la refondation d'une Union européenne en crise. Et puis le 15 mai 1948, soit le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël, les armées arabes déclenchent la première guerre israélo-arabe ou guerre d'indépendance qui s'achève le 7 janvier 1949 par la victoire d'Israël. Les troupes égyptiennes, transjordaniennes, irakiennes, syriennes et libanaises franchissent les frontières le 15 mai. Depuis des générations, le Moyen-Orient vit au rythme de la lutte entre Juifs et Arabes pour la domination de la Terre sainte, la Palestine. Tout commence le 29 novembre 1948, quand l'ONU adopte un plan de partage de la Palestine. Le plan prévoit un État juif sur 56% de la terre de Palestine et un État arabe sur les 44% restants. Véritable point de désaccord entre les deux peuples. Le 14 mai 1948, l'indépendance d'Israël est proclamée par David Ben Gourion, Premier ministre. Dès le lendemain, c'est-à-dire le 15 mai, la coalition des États arabes déclare la guerre à Israël.
Près de 400 000 Palestiniens sont expulsés de leurs terres et contraints à l'exode devant les actions israéliennes. Plus de 400 villages palestiniens sont détruits et sont transformés en villages israéliens. Pour les Palestiniens, c'est une catastrophe. La guerre israélo-palestinienne de 1948-1949 est lourde pour les deux camps. 5 800 soldats sont morts et 12 000 sont blessés du côté israélien. Environ 4 000 soldats sont morts du côté arabe et environ 13 000 du côté palestinien. Et 700 Palestiniens s'est réfugiés dans des camps installés dans les États arabes voisins, notamment au Liban, en Syrie, en Transjordanie. L'Organisation de libération de la Palestine gagne son indépendance. Yasser Arafat en devient le président jusqu'à sa mort en 2004. Et la résistance va peu à peu s'engager dans la voie de la revendication d'un État palestinien indépendant à côté d'Israël. Dans le même élan, l'État palestinien, aujourd'hui dirigé par Mahmoud Abbas, poursuit toujours ses actions pour une indépendance totale de la Palestine. Des initiatives encore contrées par un État israélien, conduit par le Premier ministre actuel, Benjamin Netanyahou. Vous le savez, la situation sécuritaire dans le pays va de mieux en mieux. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense a fait une déclaration où il a expliqué qu'un accord a été trouvé et a demandé aux militaires de regagner les casernes. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.